Une fois encore, on se retrouve ce vendredi, mesdames et messieurs, au rendez-vous du Forum des rédactions, votre émission d'analyse politique sur les faits de la semaine, sur l'actualité politique de façon globale. C'est un plaisir de vous retrouver nombreux devant votre post-écran ou sur les plateformes pour nous suivre. Madame, Messieurs, aujourd'hui, nous parlerons de deux sujets, les élections au Bénin, quid de l'engouement des populations depuis quelques années. On en parlera avec nos deux débatteurs sur le plateau, mais également de l'UPR au BR, repositionnement stratégique du ministre Salimane Karimou. C'est une interrogation. Les débatteurs auront le temps de faire leurs analyses à ce propos. Voilà le décor planté, on observe la virgule et on revient pour le débat. Il est de retour sur ce plateau avec beaucoup de plaisir, beaucoup de jeunesse encore et toujours. Sergino Lokosu, bonjour. Bonjour Maurice Lagua, bonjour à tous les amis téléspectateurs et internautes. La fraîcheur, elle est toujours présente. C'est normal, je suis jeune, je ne suis pas encore vieux. Sergino Lokosu, journaliste, analyste politique, il est le directeur de publication de Vif d'Afrique. Bon, j'espère que le journal se porte bien. Très bien. Alors, à ma gauche, Laurent Roland Tonnikes, je ne le présente plus. Bonjour Laurent. Maurice Agua, bonjour. Sergino Lokosu, bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Journaliste, analyste politique, vous êtes sur ce plateau pour apporter votre contribution au sujet de ce jour. Eh bien, nous allons tout de suite démarrer par le premier thème, les élections au Bénin. Quid de l'engouement des populations depuis quelques années. Il est vrai, au Bénin, les élections étaient une fête. Il y a de cela encore quelques années, les femmes du marché, le jour du vote, pouvaient donc étaient, j'allais dire, les premières devant les bureaux de vote pour pouvoir voter avant de partir au marché. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les bureaux de vote, du moins pour les élections auxquelles nous avons assisté, sont presque désert et puis on s'interroge, voilà une autre élection qui pointe à l'horizon pour le 8 janvier. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les populations vont désormais retrouver les élections festives comme c'était par le passé? C'est sur ces questions-là que nous allons vous interroger, chers débatteurs. Sergino Lokosu, les élections au Bénin, ce n'est plus comme avant. Évidemment, il faut dire que les temps ont changé, où les élections qui jadis étaient des périodes de fête ne le sont plus. Peut-être on va dire ça comme ça. Mais toujours est-il que c'est un constat. Et que depuis que les choses ont commencé par être faites de façon différente, surtout avec ce régime, depuis les élections de 2019, où on a constaté qu'il y a un désintérêt notoire de la population, où les opposants n'ont pas pu participer à cette élection. D'aucuns avaient estimé que ce sont ces opposants qui ont demandé aux populations de boycotter ces élections. D'autres avaient également estimé que ce sont les réformes qui ont été mises en place et qui ont fait que les populations ne s'intéressent plus au processus politique, au processus électoral, on va dire ça comme ça. Mais toujours est-il qu'il faut noter que dans des départements donnés, dans des circonscriptions électorales données, on a noté qu'à la veille des élections, ou du moins pendant ces élections, les campagnes électorales, il y a quand même des groupements de femmes et d'hommes qui initient des caisses et qui reçoivent de l'argent des acteurs politiques, soit c'est tel parti qui passe avec tel acteur politique et qui leur donnait de l'argent et ils encassaient ça. Et puis après les élections, ils ouvraient la caisse et ils partageaient le butin, on va dire ça comme ça. Mais depuis un certain temps, il n'y a plus ça. On ne donne plus de l'argent, du moins à visage découvert aux populations. Et donc, c'est difficile. Ça peut participer du désintérêt des populations au jeu électoral. Toujours est-il que la façon dont les réformes ont été initiées ou tel qui est acteur politique influent dans sa zone ne l'est plus, peut-être parce que c'est beaucoup plus la formation politique qui décide de qui sera positionné dans telle circonscription électorale ou dans telle autre circonscription électorale. Donc ça fait que
Entre-temps, la politique qui était conduite, on va dire, comme par un acteur politique influent, c'est soit lui qui a plus d'argent que les autres, soit c'est lui qui aide à la veille des rentrées, les populations, beaucoup de parents d'élèves à pouvoir inscrire leurs enfants. Lui, il n'est plus dans le jeu et c'est un autre jeune, un cadre carrément, qui n'a pas de sous, mais qui a peut-être une bonne intelligence qu'on choisit au détriment de ce vieux qui, jadis, portait le parti, portait la circonscription électorale ou du moins cette zone électorale pour les élections. Et donc, ça fait qu'il y a un certain désintéressement. Et ce qu'il faut ajouter aussi, il y a le contexte économique actuel qui ne permet pas aux gens d'aller vers les processus électoraux, notamment lors du vote. Les femmes préfèrent, comme vous l'avez dit à l'entame, elles préfèrent aller au marché parce qu'elles se disent, bon, celui qui est là, on ne le connaît pas, c'est le parti qui l'a imposé, c'est plus notre homme, c'est plus notre femme qui est là, et donc c'est une autre personne, nous, on ne le connaît pas, et on dit qu'il vient de tel endroit, donc on ne va pas voter pour eux. Donc on préfère aller au marché. Donc ça participe du désintérêt. Et notamment, ce sont les réformes parce que les anciennes méthodes ne sont plus les mêmes, ce sont de nouvelles méthodes, c'est le parti maintenant qui représente, c'est plus des hommes qui font le parti. Et au Bénin, notre sociologie, c'est quoi? Pour voter, soit vous votez l'argent ou l'homme, parce qu'on se dit, bon, et quand je prends par exemple un exemple à tout hasard, quand vous prenez par exemple l'Est-Parti, la Renaissance du Bénin, je crois que dans des circonscriptions électorales données, c'est Nicéphore Soglo qu'on votait. C'est lui qui était le meneur du jeu. Et donc, quand on le voyait, on disait que bon, il faut voter pour lui. Mais depuis un certain temps, les choses ont changé. C'est vrai qu'il y a des hommes, mais c'est beaucoup plus le parti politique. Et quand vous allez voir l'animation de la vie politique actuelle, ce n'est plus les hommes qui sont présentés. Ce sont les partis politiques et qui vous rappellent que l'honorable Guadamassi est allé jusqu'à dire « Et si on me changeait, je vais travailler pour celui qui va venir. » Donc, c'est pour dire quoi? Ce n'est plus la personne qui compte, c'est le parti qui compte. Donc, je pense que ce sont des éléments, entre autres, qui peuvent participer du désintérêt des populations. Mais l'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est le chômage ambiant, c'est la cherté de la vie qui fait que les gens préfèrent aller travailler pour chercher de l'argent. Au lieu d'aller perdre peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures, voire toute une journée dans un centre de vote, les gens préfèrent aller travailler. Les gens préfèrent aller aider les maçons, quitte à prendre 2500 à la fin de la journée ou 3000 à la fin de la journée, que de rester dans un bureau de vote. Donc je pense que c'est beaucoup plus du travail et ça revient aux acteurs politiques, à ceux-là qui veulent aller à la lumière, à ceux-là qui veulent gérer le pays, qui veulent diriger le pays ou du moins une parcelle du pays. C'est à ceux-là de travailler. Et je pense qu'ils ne sont pas encore là pour le moment. Je pense que les hommes politiques ne sont pas du genre à convaincre pour le moment les populations. Ils sont en train de faire des jeux de chaises. Ils sont dans les démissions. Ils sortent des partis pour rentrer dans un autre parti. Et je pense que ce sont des éléments qui, fondamentalement, n'aident pas les populations à faire un choix. Parce qu'à la veille des élections, quelqu'un qui quitte un parti A pour un parti B et qui va devant les populations, je pense que ces populations ne vont pas quand même accorder du crédit à ces acteurs politiques. Et je pense que depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, c'est triste que le pays est encore en chantier sur tous les plans, on va dire, sur tous les plans. Et donc je pense qu'à un moment donné, il faut quand même qu'on s'arrête, qu'on analyse, qu'on se pose les vraies questions et qu'on se donne les bonnes réponses. Et ça, il va de l'intérêt de notre pays, ça, il va du développement du pays, ça, il va de ce que nous voulons laisser un héritage à la jeune génération qui est en train d'observer. Parce que les enfants, on dit souvent que la responsabilité juvénile, la délinquance juvénile, a une responsabilité sénile. Donc, ce n'est pas les actions des aînés que les jeunes peuvent apprendre. Et donc, quand il y a de mauvais pas qui sont posés, ça sera difficile pour ces jeunes. Parce que quand vous les voyez, les acteurs politiques, je ne vous apprends rien. Quand ils vont dans leur circonscription, c'est pour aller montrer qui sont les dieux, c'est pour aller montrer qui sont les stratèges politiques à nul autre pareil, c'est pour aller montrer que c'est eux qui détiennent les calculs politiques qu'il faut pour pouvoir aller prendre le pouvoir. Donc je pense que c'est important, il faut revoir les choses, il faut repenser la politique dans notre pays et ça, il va de l'intérêt de tous. Laurent Roland Tonekes, bien sûr que Sergino Lokossou a évoqué des raisons essentielles, fondamentales, mais lorsqu'on fait un recours au passé, lorsqu'on fait un retour dans le passé, on se souvient lorsque, par exemple, un homme politique a rempli le stade de l'amitié. On se souvient, par exemple,
l'engouement des populations autour des meetings dans le pays. Et on se souvient également des jours de vote où les populations s'empressent pour sortir de leur maison pour aller voter. Mais en 2016, c'est le souvenir le plus encore vif dans notre mémoire. Mais après ça, comment a-t-on fait pour nous retrouver à ce point-là où, au fil des années, de 2016 à maintenant, on a vu que les populations négligent ce qu'on appelle le vote. Est-ce que les réformes aussi ont également influé ou du moins influencé ces habitudes de nos populations? Alors, vous faites bien de préciser, Mori Agua, le souvenir de 2016. 2016, c'est qu'il y a eu plusieurs candidats en compétition. Il y a un discours, il y a un message. Même si en l'état, l'argent avait été distribué aussi, c'est qu'il y avait au moins un message, il y avait plusieurs personnes en compétition. Alors, vous ne pouvez pas comparer 2019 à 2016. Parce qu'en réalité, en 2019, pour autant, tout le monde sait qu'il n'y a pas eu d'élection dans une certaine zone. D'ailleurs, même, en fait, déjà, à partir du processus, des gens se sentaient déjà exclus. Comment se fait-il que vous, qui croyez peut-être au candidat Sergino Lekossou, vous vous rendez compte qu'il n'est pas en liste? Est-ce que vous aurez le même engouement pour aller vous rendre dans le jour des élections? Il y a eu des éléments évoqués comme quitus fiscal. Mais écoutez, c'est pourquoi il parle de tout le processus. N'oubliez pas qu'il y avait un certificat de conformité qui avait contribué à éliminer certaines candidatures. Et de ce point de vue, des gens se sont retrouvés dans une situation où les gens qu'ils estimaient, pour lesquels ils pourraient voter, ne sont pas en liste. Et par conséquent, aller ou ne pas aller, c'est validé dans une certaine mesure. Et par conséquent, il vaut mieux rester à la maison. Et c'est ce qui s'est passé en 2019. Quand on revient mais le vote, c'est un devoir citoyen. Mais écoutez, Évidemment. c'est un devoir citoyen, mais quand il y a absence de compétition, les gens n'ont pas la volonté d'accomplir ce devoir citoyen. C'est ça. Si vous n'avez pas, puisque quand on dit une élection, c'est une panoplie en tout cas de candidatures, et vous avez un choix à faire. Mais quand vous êtes face à une situation où vous n'avez pas de choix à faire, que faites-vous? Je m'abstiens. Mais évidemment. Et donc, dans une certaine mesure, les gens n'ont peut-être pas tort en griffe de s'abstenir. Mais moi, je dirais peut-être que de deux mots, il y a toujours le moindre. Donc, les gens pourraient peut-être faire l'effort d'aller peut-être voter, même s'il y a l'absence de compétition. C'est vrai que, puisque les dés étaient déjà pipés, il n'y avait pas autre mesure. Il n'y avait que UP et BR en lice en 2019, donc dans une certaine mesure, soit vous votez pour UP ou vous votez pour BR. Et quand vous regardez dans les deux, au niveau des deux listes, c'est qu'il y a certainement des gens qui sont moindres, en tout cas, dont les effets sur la population seront moindres que d'autres personnes, et donc que les gens pourraient continuer à voter. Mais ce qu'on va dire aussi, à partir de 2020 et 2019, on a parlé de 2019, en 2020 également, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'à un moment donné aussi, des gens se sont retrouvés dans la situation où ils n'ont pas été aux élections. Et par conséquent, des gens ont dit, mais si tel qui doit être chef d'arrondissement ou bien comme conseil communal dans ma commune n'est pas candidat, à quoi bon aller voter? Vous imaginez? Parce que si les gens sortaient pour aller voter massivement, c'est donner caution à un processus qu'ils ont décrié eux-mêmes. Donc, pour ne pas donner caution à ce processus, ils préfèrent s'abstenir pour dire on n'est pas d'accord et pour que tout le monde voit que la masse n'est pas d'accord avec le processus qui est en cours. Et c'est ça qui a justifié les scores qu'on a eu, 27%, 29% et puis 49%. Et en 2021 également pour l'élection présidentielle. Tout le monde sait comment est-ce que des candidatures fantômes ont été, en tout cas, des gens sont sortis de nulle part pour devenir candidates sans avoir un parti régulièrement constitué, alors qu'on nous a chanté dans la réforme du système partisan que nul ne peut être candidat s'il n'est membre d'un parti politique. Et des gens qui sont exclus d'un parti politique en arrivent à être candidats avec une liste, un nom de parti qui n'était pas régulièrement constitué. Et donc, quand c'est comme ça aussi, les gens s'abstiennent de voter parce qu'ils se disent, ce processus ne conduit pas à me rassurer et par conséquent, je préfère m'abstenir. Et donc, tout le long, on a vu ce processus. Fort heureusement, les mêmes acteurs nous promettent aujourd'hui qu'on aura une élection inclusive en 2023, pardon. Et donc, on peut se réjouir de ce que, s'il y a élection inclusive en 2023, que le taux peut changer. Parce que les vrais acteurs, véritables acteurs, dans une certaine mesure, qui étaient créés, qui étaient les FCBE d'alors en 2019, qui, au finish en 2020,
n'ont pas pu aller aux élections parce que la FCB ont été phagocytés et puis à un moment donné, Rompuy est devenu chef secrétaire général national de FCBE, bien évidemment. Les acteurs, il y a un gros lot qui avait été écarté, bien évidemment. Et ça a continué à justifier le désintérêt des populations. Mais à partir de 2021-22, en tout cas, on sait qu'il y a un parti qui existe, démocrate, il y a d'autres partis qui existent, et bien évidemment qui ont été constitués. Et donc, si tous ceux-là doivent aller aux élections, c'est que les citoyens ont le libre choix de porter, en tout cas, leur volonté de voter pour quelqu'un. Et donc, par conséquent, vous allez voir que beaucoup de citoyens peuvent sortir. Mais n'oubliez pas qu'il y a des problèmes inhérents, il y a des problèmes qui sont là. Et ces problèmes font qu'on peut encore continuer à avoir ce désintérêt des populations. Première chose, les travailleurs qui demandent augmentation de salaire depuis et à qui on a promis augmentation de salaire en novembre 2022. Ça dépendra de cette augmentation, le taux, en tout cas, de l'engouement des fonctionnaires de l'État pour aller voter. Si vous faites un sondage au niveau des fonctionnaires, il y en a beaucoup parmi eux qui, depuis 2019, ne votent plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont des problèmes. Parce qu'en 2016... moi, j'ai posé la question à une personne, par exemple, est-ce que vous êtes allé consulter la liste électorale informatisée provisoire? Elle a dit, moi, je ne veux plus voter. Ça, je m'en fous, ils n'ont qu'à afficher. Donc, pour vous dire quoi? Les fonctionnaires... Comment peut-on en arriver là? Les fonctionnaires, aujourd'hui, on nous a dit en 2016, et c'est ça, en fait, les acteurs politiques, parfois font des choses, mais oublient ce qu'ils ont promis aux populations. Quand vous venez et que vous promettez la rupture, c'est de rompre avec les vieilles habitudes. Oui, mais c'est ce qui se fait. C'est ce qui se fait juste là. Mais on ne peut pas rompre avec les vieilles habitudes, avec les mêmes agents que les mauvaises habitudes par le passé. Ce n'est pas possible. Il faut changer les agents? Je ne dis pas les agents. Les acteurs politiques ont les mauvaises habitudes par le passé, que les populations n'appréciaient pas. Et vous avez promis le changement, la rupture, pardon, et que vous êtes arrivé. Mais vous travaillez avec ces mêmes acteurs qui, par endroits, certains parmi eux, par endroits, sont rejetés par les populations. Quand c'est comme ça, vous n'allez pas voir les acteurs, les populations vous accompagner. Première chose. Et je parlais des fonctionnaires. Les fonctionnaires, aujourd'hui, si on n'améliore pas leurs conditions, telles que promis par le gouvernement pour, comment vous appelez, novembre 2022, c'est que ne soyez pas surpris que les fonctionnaires s'abstiennent en grande partie de voter en 2023. Ah oui? Deuxième chose. Et troisième chose, il y a la cherté de la vie. Évidemment. Que faisons-nous pour résorber la cherté de la vie? Que faisons-nous? Il y a aussi quatrième chose, l'emploi des jeunes. Que faisons-nous pour donner de l'emploi aux jeunes? Ouais, on a beau dire, la zone industrielle de on a beau dire que nous sommes à 2% ou 4% de taux de chômage, je ne sais quoi, le chiffre, puisque 2%. Pour moi, le chiffre ne me convainc, 2%, ne me convainc pas. 2%, 2% de taux de chômage, et donc ça veut dire que beaucoup de jeunes travaillent. C'est vrai, il faut reconnaître qu'avec les chantiers aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont sous-employés. Et une fois que vous travaillez, que vous soyez sous-employé ou pas, c'est que vous travaillez, donc vous n'êtes pas au chômage. Et sur cette base, on peut dire que les jeunes travaillent. Mais au fond, est-ce que les jeunes travaillent véritablement? Est-ce que les conditions sont réunies? Est-ce que les jeunes, dans leur travail tous les jours, est-ce qu'ils sont protégés? Est-ce que la loi sur l'embauche ne constitue pas une menace, l'épée de Damoclès, pardon, qui plane sur la tête des travailleurs, des jeunes travailleurs, et qui savent du jour au lendemain, on peut les virer de leur travail, et que par conséquent, ils ruminent ça tout le temps, ils vont au boulot avec beaucoup de crainte tout le temps. Mais ils peuvent sanctionner par le vote. Justement, le problème c'est que dans la limite des choses, c'est que parfois, sous les tropiques, une fois que vous allez voter, c'est déjà suffisant pour que le vote soit peut-être que, même si c'est positif, ça devienne négatif dans une certaine mesure. Donc, les gens préfèrent carrément ne pas aller pour qu'on dise que le taux d'abstention est élevé. Mais ce qu'on nous n'encourage pas, parce que je dis une chose, quand vous regardez au niveau de toutes les listes, il y a quand même une liste pour laquelle il faut aller voter. Absolument. Donc, on va encourager les gens à sortir pour aller voter. S'abstenir, c'est valider ce qu'on vous impose. Faire l'effort de sortir, même si vous savez que c'est Zizou et Sagbo qui sont candidats sur la liste. Entre Zizou et Sagbo, il y a un qui est dur, il y a un qui est un peu modéré. Cherchez entre les deux, il y a toujours quelqu'un qui peut vous aider à un moment donné à changer les choses. Donc, les gens feraient mieux de sortir pour aller voter plutôt que de tenir compte des conditions de vie, de travail, de tenir compte de certains paramètres pour dire on ne veut pas voter. Et bien évidemment, il y a aussi l'autre paramètre que peut-être Sergino a dit, a utilisé. Vous savez, par le passé, il faut donner de l'argent aux populations. Voilà.
Voilà. Mais attention, avant de revenir, Attendez, à cet aspect, je voudrais poser une question. Je vais vous relancer sur la question, si vous me le permettez, Laurent Roland Toniquet. Je vais revenir à Sergino Lokossou. Est-ce que c'est l'absence d'élections inclusives qui a émoussé les ardeurs des populations ou des votants, ou c'est parce qu'il n'y a plus des figures de proue? Je pense que examiner la question sous les deux angles n'est pas une mauvaise chose, parce que nous sommes au Bénin et quand vous rentrez dans votre circonscription électorale, c'est l'acteur politique que vous connaissez, celui-là qui a déjà montré sa bonne foi en construisant des écoles dans la circonscription électorale, par exemple, en offrant des adductions d'eau villageoises aux populations. Il a déjà posé un certain nombre de pas et on sait qu'il est fils de cette circonscription électorale, donc il peut beaucoup pour les populations. Donc facilement, quand celui-là dépose sa candidature ou il est tête de liste ou deuxième personnalité sur la liste, il sera voté. Donc, à ce niveau, il y a absence des figures de proue, ou du moins, les figures de proue existent, mais on les impose. Ça fait que les populations ne veulent pas de ces figures de proue. Deuxième chose, il y a l'argent. Il faut vous dire que de par le passé, les élections constituent des moments où l'argent circule. Oui, avant de venir à l'argent, absence d'élections inclusives, l'absence des élections inclusives... Écoutez, les élections sont une fête. Comment on peut organiser une fête écartée des gens? Comment on peut organiser une fête écartée? Ces gens ne remplissent pas les conditions. Ces gens ne remplissent pas les conditions, ils ne payent pas leur impôt. On peut quand même, pour empêcher ces gens de participer, on peut créer des conditions quitte à les empêcher de participer à ces votes-là. Et quand vous suivez les opposants, c'est ce qu'ils racontent, c'est ce qu'ils disent. Ils veulent sur les plateaux de télé alors qu'ils n'ont pas le quitus fiscal, par exemple. Écoutez, est-ce que dans un contexte comme le nôtre, enfin qu'on connaissait de par le passé, est-ce qu'on peut mener ces réformes? On peut mener cette réforme-là de cette manière. Moi, je pense que quelque part, on a manqué de flexibilité dans les réformes. Et je pense aujourd'hui que si véritablement on n'organise pas des élections inclusives, on aura les mêmes taux d'abstention. Laurent l'a rappelé tout à l'heure. Parce que quand vous considérez un candidat, vous voulez voter pour ce candidat et il n'est plus sur la liste, l'engouement n'est plus le même quand c'est comme ça, quand les choses sont faites de cette manière. Mais je pense que quand vous posez des actes, il faut qu'à un moment donné s'arrêter pour faire le bilan. Et les dirigeants actuels ont fait le bilan. Ils ont fait le bilan et déjà, ils promettent pratiquement, ces valets, ces personnes, ces chiens de garde en griffe, ces clébés en griffe, disent déjà que les élections seront inclusives. On attend de voir, on fera le débat ici. On ne va pas fermer Eden TV pour autant, mais nous viendrons faire le débat. Si véritablement ces élections sont inclusives ou pas, on fera les élections. Et donc, l'autre caractéristique, c'est ça également. Quand les élections sont inclusives, les populations, il y a un intérêt, il y a un engouement des populations à aller voter, à faire campagne. Et vous allez voir dans toutes les rues, dans toutes les circonscriptions électorales, il y a des mouvements. Et c'est un peu ça le jeu électoral. Il y a des mouvements, mais derrière ça, ce qui motivait les populations, c'était l'argent. Écoutez, je ne refuse pas, c'est l'argent qui motivait les populations. Justement, et il y a même, enfin on va dire ça comme ça, une raillerie qui nous vient de Porto-Novo, où on dit que Adrien Humbedji a pris par ici. Il n'a pas beaucoup parlé, mais Albert est venu, il parle beaucoup français. Et donc ça veut dire quoi? Comment ils disent le truc? Mais je sais qu'il y a cette raillerie qui nous vient de Porto-Novo où on dit mais toi tu parles déjà trop français. Ton frère Adrien a pris par ici le matin, il n'a pas parlé trop français. Il a donné le jeu, il a mis la main à la patte, il a mis la main à la poche, on a vu ce qui s'est passé. Mais toi tu viens avec politique tout est là. Sa politique. Mais tu es toi à quoi tu donnes? Donc sa politique est vraiment lente. Mais je pense que à un moment donné, on a réfléchi, on a vu que ce n'était pas la bonne méthode, on va dire ça comme ça. Mais toujours est-il que l'argent se cultive toujours, mais pas à visage découvert. Les gens, les politiques ont leur stratégie, ont leur façon de fonctionner, que je ne maîtrise pas, je ne suis pas dans le secret de Dieu. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a véritablement des intérêts, mais il faut inviter les populations à comprendre que le vote est un instrument politique à la disposition des électeurs pour sanctionner le fonctionnement de tel ou de tel acteur politique. Moi, je pense que c'est essentiel, Laurent l'a rappelé. Il y a forcément une liste pour laquelle vous pouvez aller voter. Et donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que de travailler, que ce soit les électeurs, ceux qui sont en charge du processus électoral, ceux qui ont en charge de convoquer le corps électoral, notamment le chef de l'État, il faut que tous les acteurs puissent travailler à ce que véritablement les élections, à défaut
d'être un moment de fête, soit des élections inclusives, pour que tous ceux-là qui ambitionnent de participer à ces élections et qui remplissent les conditions puissent participer à ces élections. C'est ce qu'on va demander. L'inclusivité des élections ne sera donc pas la seule condition de motivation pour les populations à coup sûr. Laurent Roland Tonneikes, il y a un autre élément qui motivait les populations, c'est l'argent, hein? La distribution de l'argent, et puis ils allaient voter les poches remplies, et puis également il y avait donc des émissaires même sur le chemin, comme comment on a dit, le relais, comme dans un relais, pour leur donner de l'argent à quelque part du bureau de vote pour qu'ils aillent voter. Et est-ce que ce n'est pas tous ces éléments qui font que les gens ne sortent plus aujourd'hui? Non, il y a aussi le porte-à-porte. N'oubliez pas ça, qui se faisait la nuit, en tout cas la veille de l'élection. Bien évidemment, c'est vrai que depuis 2016, on chante que l'argent n'est pas distribué. Mais je veux bien contrarier certains acteurs de politique d'opposition parce que pour ce que moi je sais, ce que j'ai vu, et même pour 2020, pour certains partis qui sont dans les élections, j'ai vu des transactions d'argent. Et pourquoi on a obtenu ce taux? Non, mais écoutez, si c'était l'argent qui motivait les populations. C'est pour vous dire qu'il y a d'autres facteurs qui démotivent les populations. Ce n'est plus question d'argent en réalité. Parce que même ceux qui votaient par le passé, dont on parle pour dire qu'ils ont pris de l'argent, ce n'est pas tous ceux qui vont aller voter qui prenaient de l'argent. C'est vrai. D'accord. Ce n'est pas tous ceux qui allaient voter qui prenaient de l'argent. Il y a des gens qui pour 200 francs, les gens votaient. Hein? Oui, mais pour 100 francs même. Les gens votaient. Vous pensez que c'est vraiment les 100 francs qui motivaient les gens à aller voter? Non, c'est parce qu'ils avaient déjà la volonté d'aller voter. Ce n'était pas autre chose. Et donc, qu'on nous dise que c'est le manque d'argent qui fait qu'il y a manque de volonté, qu'il y a plus d'engouement, qu'il n'y ait plus d'engouement, je pense pour ma part que ce n'est pas que ça. Il y a d'autres facteurs qu'il faut mettre en jeu. Et je voudrais revenir sur le fait pour dire, mais écoutez, si par exemple, vous êtes au pouvoir et que depuis que vous êtes là, le taux de participation n'a pas pour autant changé, il faut se remettre en cause et dire que faisons-nous et savoir quel acteur alors nous proposons. Vous imaginez, l'élection législative de 2019 a été une élection apolémique, qu'on le veuille ou pas. Même les membres du gouvernement doivent pouvoir être unanimes sur la question pour dire que c'était une élection apolémique. Et des gens qui ont été élus apolémiques, mais qui durant 3 ans n'ont pas pour autant été assez représentatifs de leur communauté, quand on arrive à cet extrême, ne soyez pas surpris que les gens manifestent plus de désintérêt pour l'élection législative de 2023. Et c'est pourquoi c'est au gouvernement maintenant de rassurer les uns les autres et de savoir maintenant que les différents partis sachent ce qu'ils mettent sur les listes. Parce que certaines figures, certains noms, certains visages sur les listes vont contribuer encore à accentuer les désintérêts des populations. C'est ça. Première chose, régler le problème de l'augmentation des salaires promis, en tout cas, l'augmentation promise pour novembre 2022. Oui. Deuxième chose, rassurer suffisamment les Béninois. Troisième chose, travailler à ce que certains noms qui sont absents totalement, en tout cas, de tout débat politique, que ces noms ne reviennent pas. Parce qu'il y a des gens qu'on ne connaît pas, je l'ai dit ce matin, c'est-à-dire que les gens qui sont députés depuis 3 ans, mais on n'a jamais entendu parler on ne sait pas s'ils sont même à l'Assemblée nationale. Vous estimez qu'ils donnent à l'Assemblée? On ne sait même pas s'ils sont béninois. Oui, je vous l'ai dit, ceux qui ont voté pour eux savent qu'ils existent. On a comme l'impression que, oui, mais qui sont ceux qui ont voté pour eux dans toutes les zones? Je sais que moi, j'ai voté en 2019 dans Calavi. D'accord. Mais dans Tchaourou, Parcours et autres là. Ils n'ont pas voté. Mais ils ont eu des députés? Ils ont eu des députés. Donc, maintenant, j'ai comme l'impression qu'il y a des députés qui vont à l'Assemblée avec leur matelas, ils dorment là-bas, quand la plénière est finie, ils rentrent chez eux. Et donc, ça fait qu'on ne sait pas s'ils existent, s'ils sont là ou pas. Excusez, il y a des députés qui ont pris la parole pendant les 3 ans, qui ont défendu, qui ont pris le gouvernement. Il faut le dire, ce n'est pas eux tous. Mais il y a des gens, j'ai comme l'impression que l'Assemblée nationale a été leur lieu de détente ou bien de repos, de tourisme, ils y vont. Peut-être que c'est les gens qui, depuis qu'ils étaient nés dans la localité, quand même du Bénin. C'est peut-être que ces gens-là, depuis qu'ils étaient nés, ils avaient jamais mis pied à Porte-Nouveau. Et donc, au détour de chaque plénière, ils profitaient pour se promener à Porte-Nouveau, pour connaître les quartiers de Porte-Nouveau, à Djina, Rolenda, Zervou et autres là. Donc, c'est peut-être ça qu'ils sont allés faire à Porte-Nouveau. Parce que, Wando, bien évidemment. Peut-être que c'est ce qu'ils sont allés faire 3 ans. Parce qu'on ne peut pas dire représentant du peuple. Même sans prendre la parole à l'Assemblée nationale, on est censé les voir devant leur population et faire la reddition de comptes. Parler aux populations pour dire, voilà la loi que nous avons votée à telle époque, voilà le sens de telle loi. Il y en a même qui prennent l'argent de cabinet, qui n'ont pas de cabinet.
Ils n'ont même pas de cabinet. Alors qu'ils sont censés, selon la loi, avoir de cabinet. Certains parmi eux sont censés avoir de cabinet, mais qui n'ont pas de cabinet. Dans leur cabinet, c'est peut-être leur belle-sœur quelque part, et c'est leur beau-frère qui était au village qui avait un BPC et qui n'avait pas voulu continuer, qu'on amène là. Donc, qui a échoué brillamment au BPC. Donc, voilà. Et donc, c'est autant de choses qu'il faut corriger aujourd'hui. Je crois que si des noms se retrouvent encore sur des listes de candidatures, souffrait que les gens ne sortent pas, même les localités dans lesquelles les gens avaient voté avec le faible taux de participation, qu'on en arrive à voir que les gens ne sortiront pas. Et si aussi il n'y avait pas élection inclusive, c'est là ça va être le grand danger. Déjà, on entend parler du quitus fiscal encore et il faut déjà payer ses impôts de 2019, je crois, à 2022. J'ai vu le message, le communiqué passer rapidement. Est-ce que ce n'est pas déjà des freins, encore une fois, à l'engouement? Non, est-ce qu'on va... Du moins, parce qu'en fait, il y a des personnes qui veulent bien être sur des listes, mais avec ces conditions, elles sont obligées, parce qu'elles n'ont pas l'argent pour aller payer, remplir les conditions fiscales qu'il faut comme cela se doit. Nous sommes dans un état de droit. Et dans un état de droit, ce ne sont pas les hommes qui dirigent, ce sont les lois qui gouvernent, on va dire ça comme ça. Et la loi, elle est impersonnelle. Elle s'applique à tout le monde. Pitié. Elle est sans pitié, elle s'applique à tout le monde. Je pense que si Laurent Antonin Guès a envie d'aller aux élections législatives, c'est le moment pour lui d'être en règle avec le service des impôts. C'est pourquoi il y a le quitus fiscal. Ces parcelles qu'il a peut-être achetées, je n'ai pas d'informations, c'est une façon de parler. Il faut que son véhicule, il faut que sa maison, il faut un certain nombre de choses. Ses affaires, on va dire ça comme ça. Il faut que ses affaires soient en norme avec les impôts, il faut qu'il paye les impôts. Et donc je pense qu'à ce niveau, ça n'est pas forcément un frein. Parce que c'est maintenant aux jeunes de comprendre la chose de cette manière et que c'est à partir de maintenant qu'il faut préparer sa participation à une élection, notamment en respectant les impôts, en payant ses impôts comme cela se doit. Et je pense que c'est une façon pour les gouvernants d'avoir un peu d'argent. Mais l'autre chose est qu'il faut véritablement que cela respecte une certaine norme, on va dire ça comme ça, pour que nous n'assistons pas à une chasse contre les acteurs politiques, parce que il est dit, vous l'avez dit à l'entame, que est-ce que ça ne va pas constituer un frein? Moi, je pense qu'on ne doit pas analyser pour le moment la chose sous l'angle d'un frein ou d'empêcher X ou Y de participer à ces élections. Je pense que ce n'est pas une première fois. Déjà pour les élections passées, enfin déjà pour les législatives. C'était la première. C'était une innovation, c'est l'une des réformes. Mais je pense que c'est maintenant revient aux acteurs politiques de vite fait, de faire le point de ce qu'ils doivent au service des impôts pour régler afin que leur quitus fiscal soit autonome. Je pense qu'un député est payé avec quoi? L'argent du contribuable. C'est parce que des gens payent des taxes et des impôts qu'on a l'argent dans la caisse pour vous payer. Si vous voulez venir nous diriger, allez vous mettre en règle vis-à-vis du fisc. Il n'y a pas de débat en la matière. C'est vrai qu'en 2019, c'était une première, tout le monde, on n'était pas habitué à cela, on avait critiqué, on n'était pas d'accord. Mais au fond, si ce n'est que ce qu'on voit là, des députés qui n'ont pas véritablement représenté le peuple, mais qui sont payés à coups de millions, je crois qu'ils n'ont qu'à se battre pour aller être vis-à-vis du fisc. Vous ne payez pas vos impôts. C'est vous qui avez des parcelles un peu partout, même des parcelles dans votre localité. Les jeunes ont besoin de ça pour faire de l'agriculture, pour se sortir du chômage. Vous confisquez les terres, vous ne voulez pas qu'on travaille sur les terres. Et vous ne voulez pas aussi payer l'État. Vous devez payer. Donc je crois que ceux qui pensent que c'est vrai que c'est à des moments donnés le pouvoir en place peut-être peut sembler utiliser ça comme un instrument politique. Contre certains acteurs pour dire, mais écoutez, on peut vous sortir un redressement fiscal, à la limite, pour vous bloquer. C'est possible, parce que nous sommes sur un terrain politique et tous les coups sont permis. Oui, l'univers est impitoyable. Donc si vous venez, en politique, vous pensez que les gens vont se comporter comme des enfants de cœur envers vous, c'est une erreur capitale. Vous venez en politique, vous vous préparez pour recevoir des coups et donner en retour des coups, suffisamment. Dernière question. Si vous n'êtes pas capable de donner des coups. Et donc, pour sur la question, je crois que personne ne pense que l'équité fiscale peut être un instrument politique. Si vous payez, finissez de payer ce que vous devez à l'État, je crois que personne ne pourrait vous bloquer. Si vous êtes assez transparent en la matière. Évidemment. Maintenant, pour revenir rapidement sur l'engouement des populations. Pour conclure, je dis, c'est au pouvoir en place de travailler à ce que nous puissions avoir l'engouement des populations. À quoi faire? C'est aux acteurs politiques de convaincre suffisamment les populations. Nous sommes à quelques mois.
en termes d'amélioration du travail des conditions de travail des travailleurs, il faut le faire. En termes de sécurisation, en tout cas, du citoyen travailleur dans une certaine mesure, leur donner l'assurance, il faut le faire. Les besoins qui manquent dans certaines localités, si les gens pensent qu'il faut voter pour leur loi, pour leurs députés, il faut travailler à ce que les maires qui sont issus des partis politiques, désignés ou nommés, comprennent que les questions vitales, essentielles, d'accès soient réglées, se penchent sur les questions d'infrastructures scolaires de qualité de leur population et que le gouvernement s'y mette bien évidemment. Parce qu'on ne peut pas comprendre que déjà en 2011, qu'on ait par exemple un taux de participation, en tout cas le nombre de votants était à 2 900 000 et qu'en 2021, 10 ans après, qu'on en arrive à avoir 2 400 000 votants. Ça veut dire qu'on a reculé. Je n'ai pas compris. C'est-à-dire que le nombre de votants en 2011 déjà, qui a fait que Boni Yayi a été élu par KO, c'était autour de 2 900 000. Et qu'en 2021, 10 ans après, qu'on ait le nombre de votants autour de 2 400 000. Ah oui. Ça veut dire qu'il y a un problème, il y a un recul. Alors, ça veut dire qu'on doit pouvoir se poser les bonnes questions et apporter les bonnes réponses, évidemment, et pour rassurer la population. Et je crois que c'est à cette seule condition que vous allez voir beaucoup de Béninois, comme on ne le voyait pas par le passé, avec des files interminables dans les centres de vote. Très bien. Serge Lokosso, non, je pense que les acteurs politiques, pas seulement les dirigeants, les acteurs politiques ont un grand rôle à jouer, c'est d'offrir de vraies alternatives aux populations pour susciter leur engouement à aller voter. C'est également de respecter, parce que c'est un jeu, et pour participer à ce jeu, il faut respecter les règles du jeu. Je parle et aux acteurs politiques de la mouvance qu'aux acteurs politiques de l'opposition. Il faut que les lois soient respectées, les lois qui sont édictées par le législateur pour quand même permettre à ce qu'il y ait une bonne élection, que ces lois soient respectées, quitus fiscal, récépissé et tout ce qui va avec, que les acteurs politiques puissent respecter. Parce qu'au soir des élections, ce sont des éléments qu'ils bandissent pour juger de la qualité du processus électoral. Notamment, il faut inviter les populations à aller s'inscrire et à aller vérifier leur nom sur la liste électorale. C'est important. S'il y a des erreurs à corriger, qu'on corrige ces erreurs-là le plus tôt possible. Et aux dirigeants, c'est de véritablement travailler comme ils le disent. Parce que quand vous suivez les acteurs, enfin ceux-là qui se disent qu'ils accompagnent le chef de l'État, les hommes qui travaillent avec le chef de l'État, qui sont en intelligence avec le chef de l'État, ils disent souvent que ces élections seront inclusives. Donc je crois qu'ils sont dans le secret des dieux et que véritablement ces élections seront inclusives et que tous ceux-là qui ambitionnent de participer, tous les partis politiques qui remplissent les conditions puissent véritablement participer à ces élections. Parce que, je le rappelle, les élections, le vote, ça montre la vitalité de la démocratie. Et notre démocratie, quoi qu'on dise, est quand même sur de bonnes voies. Notre démocratie est enviée dans d'autres pays. Et je pense que c'est aux acteurs politiques de travailler à maintenir cette démocratie très en forme, en bonne santé. Je voudrais rappeler aussi aux populations qu'en fait, au-delà de tout, boycotter les élections ne règle pas le problème. De deux mots, il y a toujours le moindre. Donc travailler à opter pour le moindre en faisant le geste utile. Parmi la multitude de candidatures qu'on peut vous proposer en 2023, que vous soyez déçu ou pas, qu'on ait augmenté votre salaire ou pas, que vous ayez d'emploi ou pas, c'est qu'il y a toujours un moindre pour lequel on peut opter et pour lequel on peut voter. Donc c'est très important, c'est un devoir citoyen. Ce n'est pas une bonne chose de s'abstenir de voter. D'ailleurs, même quand vous vous abstenez de voter, qu'est-ce que vous subissez sans rien dire. Vous allez en souffrir, mais vous ne pouvez rien faire. Voilà qui est dit, Laurent Roulatonné-Ikes, Sergineo Lokosso. On va passer au deuxième sujet de ce numéro du Forum des rédactions de l'UPR, l'Union progressiste, le renouveau OBR, bloc républicain. Repositionnement stratégique du ministre Salimon Karimou. Pour vous qui ne le savez pas, le ministre de l'enseignement primaire et maternel et primaire a démissionné de l'UPR pour rejoindre le bloc républicain. C'est un membre fondateur, il faut le dire, de l'UP. Et donc, pour ceux qui ne le savent pas encore, également, le ministre
devrait se positionner dans une circonscription électorale où le challenge est de mise, notamment où il y a le ministre Abimbola, Jean-Michel Abimbola, il y a également le président de l'Assemblée nationale, si je ne me trompe, qui s'est déjà fait élire dans cette circonscription, et les deux sont, bien sûr, les deux derniers sont de l'UPR désormais, alors que lui, le ministre dont nous parlons, lui, il n'a jamais été à l'Assemblée nationale. Donc, faire face à ces personnes-là, aujourd'hui, on remarque donc qu'il s'est repositionné, il a rejoint le BR. Est-ce donc un repositionnement stratégique pour mieux gagner du terrain dans cette circonscription pour se faire élire pour 2023? Laurent Olantonikès, je vous adresse la question. Merci Maurice Agua. Je crois que quand on regarde un peu la situation, nous sommes là en plein dans la 21e circonscription électorale qui regroupe Ifeanyi, Adjawere et Sakité. Et qui vous souviennent qu'à Adjawere, il y a déjà un problème entre Jean-Michel Abimbola et Karamat Fagbon, les deux qui tout dernièrement ont rejoint l'Union progressiste, bien évidemment. Et donc, quand on regarde la zone, Adjawere, Ifeanyi, Sakité, Karamat Fagbon et Abimbola ne s'entendaient pas. D'ailleurs, ce qui a conduit à ce que Fagbon, Karamat pèle son fauteuil de maire de la commune d'Adjawere. Mais on a constaté que une fois que les tractations étaient en cours et que le PRD allait rejoindre l'Union progressiste, Karamat Fagbon, ayant appris certainement que Abimbola allait du côté de l'Union progressiste, s'est arrangé pour aller aussi à l'Union progressiste. Mais en faisant quoi? En passant par le PRD pour avoir une couverture qui pourrait plaider son cas dans la période où il y aura débat de positionnement. Très bien. Parce que si elle y allait seule, elle manquerait de parrain politique qui pourrait mettre beaucoup de choses dans la balance pour peser. D'accord. Et déjà, vous finissez de voir ça, vous avez parlé de Louis Vavonu qui est dans la même zone également. Tout à fait. Qui est président de l'Assemblée nationale. Absolument. Qui peut éventuellement revenir en député, comme il peut ne plus revenir parce que tous ceux qui sont de sa génération, on a réussi à les mettre à la retraite, forcer ou négocier. D'accord. Et donc, Salimon Karimon, pardon, oui, est dans la même localité. Et il y a que, quand on regarde, lui, Karimou Salimon, n'étant peut-être pas un acteur politique bon temps, qui n'a pas peut-être de notoriété, comme pour autant, pour ainsi dire, parler comme Abimbola, c'est qu'Abimbola lui-même déjà a des arguments pour se défendre, pour dire, mais regardez mon parcours politique. Absolument, il s'est déjà fait élire dans cette région. Et voilà que le PRD viendra plaider aussi pour Karamat Fagbon. Et lui, peut-être que le chef de l'État pourrait plaider pour lui, mais le chef de l'État peut pas évident. Pas évident, bien évidemment. Oui. Alors, donc du coup, il y a une saturation du côté de l'Union progressiste. Absolument. Parce que si on a positionné les gens, on peut les positionner 4e si on veut 4 ou 3e si on veut 3. D'accord. Parce que les autres vont mettre des éléments dans la balance. Le PRD a mis en garde quand ils étaient en train de faire la fusion. Donc, on peut dire, mais écoutez, si c'est ça, écoutez, telle personne peut être tête de liste, même celle qui est notre filleule sera deuxième sur la liste. Ça va être des négociations assez houleuses. Alors que de l'autre côté, celui qui était censé être le leader du bloc républicain dans la 21e, Abimbola, est parti. A laissé le terrain. Alors, donc, il faut quelqu'un pour se repositionner. Donc, Karimou Salimon, aujourd'hui, puisque c'est une question d'intérêt, et là où on peut se faire entendre, Karimou Salimon aura l'argent pour mettre dans la campagne, les besoins, ceux dont ils ont besoin pour la campagne, c'est un ministre quand même, et il est payé à coup de millions. Il pourra avoir les coûts des franges, pour les ressources pour financer la campagne. Et même, donc là, déjà, ceux qui sont là, peut-être, on leur dit, mais écoutez, il est arrivé, c'est vrai, mais il était déjà dans l'autre parti, on a vu. Donc vous imaginez, ceux qui le suivaient dans l'autre parti, là, il vient avec ceux-là, il a l'argent, mettez le tête de liste, et puis vous mettez en deuxième position. Donc, c'est un repositionnement stratégique. D'accord. Parce que s'il ne le faisait pas, c'est sa mort politique en douce. Pourquoi? Parce que il serait face au gladiateur. Patrice Talon n'a pas changé pour autant ses ministres depuis qu'il est là en 2016. Et donc, ne serait pas surpris à partir de 2023, au lendemain de 2023, que compte tenu des résultats, Patrice Talon arrive à revoir son gouvernement. Parce que
Si entre-temps il n'avait pas la majorité absolue, il va falloir négocier avec des gens. Et négocier avec des partis qui ont des députés à l'Assemblée nationale, cela sous-entend qu'il faut leur accorder des positionnements, en tout cas des postes nominatifs pour les autres membres de ces partis-là, et négocier pour dire, bon, ok, nous, on est d'accord, tu soutiens l'Assemblée nationale pour que tu aies la majorité, mais ici, en contrepartie, c'est que ce que tu vas faire, tu nommes telle personne de notre parti comme ministre ou directeur général de société et autres. Donc, 2023, même si on dit que les dés sont entre griffes pipées pour 2023, c'est que ce n'est pas pour autant ça. Parce que si c'est pour autant ça, c'est que c'est Dieu seul qui détient la clé, le dernier mot. Si c'était pour autant ça, ce n'est pas évident que le Parti Salon gagne en 2016. Si on voit le schéma, ne serait que le schéma, c'est que le Parti Salon n'était pas évident, c'était pas évident qu'il soit président. Donc, même si on a toutes les cartes en main, tout peut basculer à la dernière minute et qui ne vous arrange pas. Donc, Karimou Saliman, aujourd'hui, je crois qu'il n'a pas fait pour autant un mauvais choix. Parce que il vaut mieux réfléchir et voir la vérité en face. Il ne peut pas avoir le discours. Face à quelqu'un qui a été président de l'Assemblée nationale, tu peux venir te pointer pour dire que tu es tête de liste. Face à quelqu'un qui a réussi à démontrer sa popularité dans la localité, il ne peut pas venir te pointer pour dire que tu veux être deuxième sur la liste, par exemple. Et face à quelqu'un... Et face à une personne dont le nom parle, le nom de son père a parlé, on parle de Fagourou. Et qui a parlé, dont le père parle, c'est quelqu'un dont le nom du père parle déjà, mais qui a aussi une couverture. Et cette couverture, en réalité, est en mesure de faire du chantage aux responsables, aux anciens responsables de l'UP à tout moment pour dire, écoutez, si vous ne le faites pas, voilà. Donc, il y a beaucoup d'éléments. Et quand vous vous retrouvez là et que vous avez d'autres parents peut-être qui n'ont pas la force de négocier au sein de ces partis, vous quittez tout simplement et vous allez ailleurs. C'est vrai qu'on ne va pas apprécier pour autant la chose pour dire, qu'on ne le veuille pas, c'est aussi une transhumance politique, ce qu'on n'encourage pas. Donc les gens feraient mieux de négocier réellement, en tout cas, de s'assurer de ce en quoi ils sont assez convaincus et quelles qu'en soient les situations qui doivent rester. Et d'ailleurs, les gens s'étonnent d'entendre qu'un ministre a quitté un parti pour un autre. Ils pensent qu'il y a mal donne. Sergino Lokosu, que dites-vous? Quand même, Laurent Roland vient de nous confirmer il vient de démontrer que c'est vraiment un choix stratégique du ministre Saliman Karimou. Évidemment, je fais mienne les analyses de Laurent. C'est vrai, à première vue, comme vous l'avez dit, ça paraît bizarre et ça peut étonner qu'un ministre de la République, membre fondateur d'un autre parti, puisse quitter à la veille d'une élection aussi cruciale que les élections législatives. Je pense aujourd'hui que ce débat est un débat stratégique parce que l'homme ne veut pas jouer avec son destin politique. Et donc, il faut prendre les bonnes mesures au bon moment. Et donc, je pense que c'est ce que le ministre a fait, peut-être pour sauver son destin politique. Donc, je pense que c'est peut-être... Destin politique. Oui, c'est peut-être... Parce qu'il ne sait pas à quel chose il sera mangé après 2023. Évidemment, donc il faut réfléchir. Et vous allez assister, en dehors de lui, il y aura quand même d'autres repositionnements stratégiques dans les tout prochains jours. Parce que le jeu en vaut la chandelle, comme on le dit. Parce que il est dans une circonscription électorale, comme l'a expliqué Laurent tout à l'heure, et dans un marigot de gros poissons. Et donc, il faut véritablement réfléchir et jouer. Pour ne pas jouer avec son destin politique, il faut réfléchir. Je pense qu'il a bien réfléchi, il a bien fait de quitter l'UP pour le BR. Si véritablement il peut être repositionné dans ce parti politique, ça sera une bonne chose pour lui. Parce que c'est important, c'est également ça la politique. La politique, il faut réfléchir, il faut savoir jouer à un moment donné, il faut savoir déplacer les pions pour se repositionner et c'est ce qu'il a fait. Et je pense que Laurent l'a expliqué, de long en large, il a expliqué ce dans quoi il s'est retrouvé. Et donc, l'important pour lui, c'est de quitter au plus tôt pour ne pas jouer avec son destin, pour ne pas finir ministre de la République parce que s'il restait là, ce n'est pas possible qu'il soit encore acteur politique, peut-être député pour les législatives à venir, ça n'est pas évident. Donc, il a bien fait de quitter. Peut-être que même s'il n'est pas député de l'autre côté, on peut encore lui trouver un poste quelque part, qui sait. Non, je crois que 2023, si par exemple des ministres étaient députés, candidats aux élections, et ne se faisaient pas élire députés, je crois que dans une certaine mesure,
Patrice Talon n'aura pas de gêne à se décharger, à se séparer de lui. Parce Ça, qu'en réalité, c'est 2026 se prépare dès maintenant. Évidemment. Et quelqu'un qui n'a pas une autorité politique, une popularité dans sa zone, qui ne peut pas se faire élire, dans une certaine mesure, ne rassure pas pour l'avenir. Pourquoi 2026 se prépare maintenant? Le président Patrice Talon est candidat en 2026. Il ne sera pas candidat, mais s'ils sont dauphins, il faut avoir des gens qui ont une certaine renommée politique, qui ont une popularité, pour commencer par préparer le terrain. Si vous pensez que vous voulez, même si Patrice Talon, il a beau dire que, il a beau dire que les réformes peuvent le rendre, attendez, il a beau dire que les réformes peuvent le rendre impopulaire. Mais il a besoin de popularité. En 2021, c'est les gens qui sont allés voter pour lui, non? Si tout le monde restait chez lui, tout le monde, personne ne sortait pour voter. Ça veut dire que l'élection ne sera pas pour autant. C'est vrai qu'aucune loi ne dit que l'autoparticipation conditionne la validation d'une élection ou pas. Mais au moins, à la face du monde, c'est pas bon, c'est ridicule pour lui. Et donc, dans une certaine mesure, il faut des gens qui peuvent haranguer les foules facilement, convaincre les foules en tout cas le discours. Écoutez, en 2019, des gens ont été élus députés. Mais on sait qu'à un moment donné, dans une certaine mesure, il y en a qui n'ont pas réussi à se faire députés et on craignait pour eux, on craignait véritablement pour eux. Mais, fort heureusement, Patrice ne voulait pas se séparer de son équipe. Mais ceux qui pensent qu'ils soient élus ou pas en 2023, qu'ils ne seront pas écartés, qu'ils continueront d'être députés, se trompent. Et certainement, c'est peut-être ça que Karimou Saliman comprend. Parce que si vous êtes élu dans votre localité, ça veut dire qu'on peut composer avec vous. En politique, c'est des additions, des multiplications. Ce n'est pas des soustractions. Quelqu'un qui n'est pas capable d'être élu, même chef conseiller communal dans sa localité, ne mérite pas d'accompagner le chef d'État. Ailleurs, quand vous perdez une élection, vous déposez le tablier purement simplement. Vous n'attendez même pas qu'on fasse un remaniement. Vous démissionnez tout simplement, vous partez. Donc, il ne faut pas que les autres, puisque si en l'État, Karim Saliman, avec ce qu'il fait, il va aux élections et qu'il ne travaille pas sérieusement, qu'il échoue, et qu'il en arrive que l'UP a la totalité des sièges dans la zone, l'UP viendra négocier les postes ministériels. Évidemment. Et lui, il ne pourra pas négocier. Parce que si tu viens négocier, on te dit, mais en contrepartie, tu nous donnes quoi? Si vous n'avez rien en contrepartie, il vaut mieux se séparer de vous. Donc c'est à cela qu'il doit véritablement travailler et se faire élire. Ne sais s'il était candidat, ou bien travailler à ce que ceux-là qu'il pourrait travailler à positionner sur la liste du bloc républicain qu'il pourrait soutenir en son temps, que ces gens-là soient élus pour qu'on comprenne qu'il a de la popularité derrière lui. Pour qu'on comprenne qu'il a de la popularité derrière lui, vous l'avez dit, mais cette fois-ci, pour finir avec ma dernière question, l'on remarque quand même que pour la première fois sur ce plateau, il y a eu quand même une démission ou du moins un transfert d'un parti à un autre bien justifié, qu'on trouve pertinent. Et sinon, que pour les autres, à quoi joue-t-il pour ce qu'on remarque Laurent Roland-Tonnerre-Iquez, à quoi jouent les autres qui, du jour au lendemain, se regroupent sur une place publique et disent, voilà, qui sortent d'un parti pour un autre? La masse, ces derniers jours, ne justifie jamais la participation des électeurs à une élection. Je veux dire quoi? Je prends encore l'exemple le plus proche en mémoire. C'est quoi? Les gens ont fait le rang à Kadjeou, ou je sais quoi, devant le Sénat, je suis là-bas, quelque part en 2016, ont distribué de l'argent. Ça n'a rien apporté pour Zinsou. Les acteurs politiques, Valentin Koudé, Badamassi, Nazer, je ne sais quoi, Sado. En tout cas, je ne sais pas si c'est Sado ou bien c'est tout ça, je ne sais quoi, se sont mis ensemble pour aller prendre de l'énergie à Djavon. Vous les avez vus? Écoutez, mais on est dans le même pays, non? Moi, je ne les ai pas vus. Certains parmi eux l'ont avoué. Mais de toute façon, ce qui s'est passé, on sait qu'ils sont allés en masse vers Djavon et Zinsou. Et c'est les deux candidats qui ont échoué en 2016. Et celui chez qui ils ne sont pas partis, c'est Daori c'est lui qui a donné un bélier ou bien un bourg à Talon dans sa localité là-bas. Lui, il a donné c'était ça, je crois. Un bourg à Talon. C'est quelques acteurs qui, en l'État, à l'époque, n'étaient pas pour autant en vue, qui n'avaient plus rien, qui avaient tout perdu aussi, qui voulaient se repositionner, qui ont accepté d'aller vers Patrice Talon. Mais où est passé Daori? Mais il est là. Je crois qu'il doit être chargé de mission à l'Assemblée nationale. D'accord. Oui. Sinon, qu'il était... DG, CNCB, il a eu des difficultés, il s'est retrouvé en prison. Après, il est sorti, il doit être chargé de mission du côté de l'Assemblée nationale. Mais on va conclure cette émission. Pour dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas les déclarations devant caméra à micro, tel a quitté pour rejoindre l'ombre du baobab pour aller vers le cheval cabré, tel a
à arracher un sabot de tel cheval pour aller à l'ombre du baobab. C'est pas ça qui fait les élections en 2020, fera les élections en 2023. Que les gens se détrompent, qu'ils aillent vraiment sur le terrain pour travailler. Les acteurs politiques viennent se mettre en valeur. Écoutez, les gens, parfois les acteurs politiques se foutent des populations à la limite pour moi. Comment vous allez vous pointer devant quelqu'un pour négocier un avantage politique et dire que j'ai 1000 personnes derrière moi? Comme si les 1000 personnes sont venues vous faire un engagement pour dire je vais voter pour toi, partout où tu seras. Mais les gens qui font, les gens se détrompent. On est en plein 21e siècle et les choses commencent pas à évoluer au fur et à mesure. C'est Gino, conclusion. Conclusion, c'est que ces législatives qui s'annoncent soient des élections véritablement inclusives et que chaque acteur politique puisse véritablement inviter les populations à aller voter, inviter les populations à aller vérifier leur nom, prénom sur la liste électorale et que les dirigeants également, ceux-là qui sont chargés du processus électoral, puissent conduire à bien ce processus afin que véritablement le Bénin puisse en sortir gagnant, une nation forte, une nation démocratique dont la démocratie est enviée ailleurs et que chacun dans sa localité, chaque acteur politique surtout, puisse inviter les populations à des actions de paix pour le Bénin parce qu'on a besoin de paix, nous sommes une nation de paix, on veut rester en paix, même si le contexte économique actuel est dur, nous voulons être en paix dans notre pays et que ces élections ne soient pas, que les démons de 2019 ne reviennent pas en 2023. Forum des rédactions du 23 septembre 2022, c'est terminé. On met la clé sous le paillasson. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Laurent Roland, Tonneikes, analyste politique, vous étiez sur ce plateau. Merci pour votre présence de tous les instants. À ma droite, c'est Gino Lokosu. J'espère qu'il effectuera très vite son retour parce qu'on fait pratiquement la chasse à l'homme avant de l'avoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci pour votre disponibilité. Vous êtes journaliste, analyste politique, directeur de publication de Vif d'Afrique. Madame, Messieurs, ce fut un plaisir de vous avoir une fois encore porté un peu la bonne humeur à travers les analyses de nos débatteurs sur ce plateau. Marcel Yedo, c'était lui à la réalisation. Alain Alou était au son. Martin Toinset, j'y suis arrivé. Et c'est lui qui était donc à la diffusion. Et surtout, Modeste Ndekondi, le community manager, qui vous permettra de suivre cette émission ou du moins que vous suivez en ce moment sur les plateformes. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite de passer d'excellents moments, surtout en paix et en bonne santé. D'ici à là, on se retrouve vendredi prochain, Inch'Allah. Au revoir à toutes et à tous.